En quelques jours seulement, le système financier mondial a frôlé la catastrophe, rappelant que l'économie mondiale se trouve toujours dans une situation d'extrême fragilité depuis 2008-2009, suite à la faillite de la banque d'affaires américaine Lehman Brothers. En 3 semaines à peine, plus de 6 000 milliards de dollars de valeur boursière se sont évaporés, malgré l'accalmie des jours récents. En effet, entre le 11 juillet et le 8 août 2024, l'indice Nikkei de la bourse de Tokyo a reculé de 17,5%. L'indice action phare de Wall Street, S&P 500, a chuté de moins 6,1%. En 3 séances entre le 1er et le 5 août, et le Nasdaq de moins 0,8% entre le 1er et le 7 août. Enfin, la bourse de Paris, l'évolution du CAC 40 n'a également pas été des plus calmes, moins 5,3% entre le 1er et le 6 août. Au total, le CAC 40 accuse une baisse de 12,1% depuis le 15 mai 2024. Depuis le 3 janvier 2022, il affiche ainsi la plus mauvaise performance des grands indices boursiers internationaux. Plusieurs pistes d'analyse sont avancées par différents spécialistes pour expliquer les raisons de ce mini-crack boursier. Certains pointent les mauvais chiffres du marché de l'emploi américain et le risque d'une récession de l'économie des États-Unis. Pour d'autres, c'est la retombée des taux directeurs au Japon et l'envolée du yen qui ont provoqué les liquidations massives d'investissements en carry trade à l'origine des mouvements internationaux. Ainsi, comment expliquer qu'une simple étincelle suffit à déclencher un incendie sur toutes les bourses mondiales? Au-delà des causes financières, y a-t-il des raisons structurelles liées à l'état de l'économie réelle dans les pays occidentaux? Est-il judicieux d'analyser les secousses récentes uniquement sous le prisme de l'actualité? Et puis, quid de la fuite en avant de l'économie financiarisée prête à entrer en crise à tout moment, peu importe l'élément déclencheur? Alors, pour discuter de toutes ces questions fondamentales, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Clément-Pétillot, économiste chercheuse au Centre d'études des modes d'industrialisation de l'École de guerre économique à Paris, et Renaud Bouchard, juriste et docteur d'économie de l'École des hautes études en sciences sociales, également à Paris. Hélène Bonjour Kamal. Clément-Pétillot et Renaud Bouchard, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour Kamal et bonjour à tous vos auditeurs aussi. Bonjour. Merci. Bonjour et tout le plaisir est pour nous. Alors, les marchés sont aujourd'hui d'une fragilité extrême, incroyablement dépendants donc des injections de liquidités des banques centrales qui permettent de sauver dans le même temps des États en quasi-faillite et des entreprises en mauvaise santé. Cela dure depuis alors la crise financière de 2008. Seulement, quelques mois plus tard, la situation était revenue au beau fixe à l'intervention de la Fed et de la BCE. Et puis, la baisse permanente des taux d'intérêt et la création, quoi qu'il en coûte, de programmes successifs de rachat d'actifs, ce qu'on pourrait appeler tout simplement la planche à billets, ont permis de repousser les conséquences d'un krach financier d'envergure. Cependant, depuis, les marchés ne reposent plus sur les fondamentaux tangibles, et c'est ça, à mon avis, et je pars sous votre contrôle, qui est très grave, vu qu'il n'y a pas de fondamentaux tangibles, mais il n'y a que le volume de liquidités fictives continuellement déversées par les banques centrales occidentales. Alors, Hélène Clément-Pétillot, cette nouvelle baisse de marché était-elle prévisible d'un côté? Et puis, que feront les banques centrales, encore une fois? Ont-elles quelques outils dans leur boîte à outils, justement? Et puis, quid de la production de biens réels et de la relance de la machine économique physique? Chose qui compte beaucoup pour les gens. Alors Kamal, vous avez déjà bien
encadrer la problématique de cette question, je crois qu'il est important de voir qu'on assiste à un énième épisode de ce qu'on a l'habitude maintenant de voir régulièrement, des secousses financières qui, à l'origine de problèmes finalement techniques, on nous parle du carry trade au Japon, effectivement, les spéculateurs avaient l'habitude d'emprunter à bateau au Japon et pour pouvoir spéculer sur les autres marchés mondiaux, puisque maintenant, il n'y a aucune frontière sur ces échanges de capitaux, une fluidité totale. Donc, l'opportunisme raisonné veut qu'on aille chercher, on emprunte l'argent où c'est le moins cher pour pouvoir le placer là où il y a des opportunités de gain. Mais ce jeu qui dure depuis très longtemps, hein, parce que si on se rappelle la crise de 98 en Russie, Absolument. c'était finalement la même chose. Même celle de 97 hein, en Asie du Sud-Est. 97-98, c'était la crise, c'était la même chose. On empruntait de l'argent d'un côté pour pouvoir financer. Donc, on ne résout rien, on n'a rien résolu. Et depuis la crise de 2008, c'est encore pire. Rien n'a été réglé, on est en permanence dans un numéro d'équilibriste des banques centrales. On va toujours un peu plus loin dans la création monétaire. Et que fait cette création monétaire? À quoi sert-elle? En fait, il faut comprendre qu'elle sert à alimenter une spéculation qui est en fait contenue dans des réseaux d'acteurs qui se partagent des richesses. Et jusqu'à présent, ces acteurs avaient l'impression de disposer d'une sorte de martingale. On peut parler d'un véritable casino, donc on peut parler de martingale dans ce casino, puisque en fait, ils arrivaient jusqu'à une période, mettons, 2-3 ans, enfin, je dirais pourquoi après, à contenir cette augmentation des prix des actifs qui les intéressent, c'est-à-dire les actifs financiers et les actifs immobiliers, pour pouvoir avoir des gains et des profits dans ces sphères et maintenir ces inflations dans ces domaines sans qu'il y ait de contagion à la sphère réelle des économies. Et donc, on avait des gains financiers et des gains immobiliers. Donc, on se répartissait les liquidités octroyées par les banques sans que ça affecte l'inflation mondiale, au moins dans les calculs. Et le panorama a changé depuis quelques années. Maintenant, les acteurs de cette finance ont peine à contenir la diffusion de l'inflation. Alors, pourquoi? D'abord, une fois je pourrais dire rapidement, trop c'est trop. À partir du moment où on exagère dans une dimension, ça finit par craquer. Mais il y a aussi le contexte géopolitique qui présente maintenant une sorte de monde alternatif à la finance et à l'économie. Et de plus en plus, l'ordre unipolaire qui prévalait est mis en compétition avec des espoirs et vers la multipolarité. D'accord. Donc, vous voyez, ce monde virtuel de cette liquidité virtuelle que se partagent des réseaux financiers, ça n'est plus possible. On peut plus avec. On passe plus dans l'économie réelle. Ce sont des dizaines de milliers de milliards de dollars qui sont échangés par jour, mais avec un pourcentage qui avoisine le zéro, et qui passe vraiment dans l'économie réelle. Alors, l'économie américaine entre désormais dans une période de forte fragilité avec un marché de l'emploi tendu et un chômage en hausse de 4,1% à 4,3% et une inflation d'environ 3%, même si elle a un peu diminué, mais 3%, rappelons que n'est pas la cible de la Fédérale Réserve américaine. Et puis, on a un ralentissement économique et surtout une réduction du bilan de la Réserve fédérale, entraînant une baisse de la liquidité aussi. Et de plus, le mois d'août est une période, bien sûr, où les marchés sont traditionnellement moins liquides, les volumes d'échanges étant réduits, accentuant ainsi la volatilité. Mais gardons aussi l'esprit un peu sur l'économie réelle. Alors, Renaud Bouchard, euh, alors que la Fed s'apprête à abaisser ses taux d'intérêt plus tôt que prévu, ce qui est en théorie
devrait être accueillie positivement par les marchés car elle offrirait des conditions d'emprunt plus favorables. Comment expliquer que c'est le contraire qui se passe, provoquant une perte de confiance dans la politique monétaire et dans sa capacité à maîtriser l'inflation? Donc, la question est à vous. Vous pouvez réagir aussi à ce que euh, Hélène Clément-Pétillot avait déjà dit dans la première question. Écoutez, merci beaucoup, Kamal. Alors, l'introduction d'Hélène Clément-Pittiot est parfaite. Elle a bien posé, en fait, le contexte général et le cadre j'allais dire, j'allais dire comment dire, du sujet d'aujourd'hui. Et en ce qui concerne la question que vous venez de me poser, en fait, comment se fait-il, en fait, qu'il y ait une perte de confiance dans la politique monétaire et dans la capacité à maîtriser l'inflation? Je dirais tout simplement que d'abord parce qu'il n'y a plus réellement de politique monétaire et peut-être deuxièmement aussi parce que la capacité à mesurer l'inflation est en fait, j'allais dire, extrêmement obérée par toutes les circonstances que l'on connaît actuellement. S'il y a quelqu'un qui a, j'allais dire, qui et qui peut nous aider à répondre à la question que vous avez posée, c'est peut-être un autre économiste que j'aimerais citer ici, qui est Julien Chevalier, et qui, dans deux points qui sont extrêmement intéressants sur un article qu'il a publié le 13 août dernier, je vous dis ça de mémoire, bien que je l'ai réédité sous les yeux, où il posait la question de savoir quelle était la position des marchés financiers devant un crash boursier. Voici exactement ce qu'il nous dit. Alors, je vais vous reprendre et vous développer en fait les deux points que vous m'avez posés. En ce qui concerne en fait sur la politique monétaire, euh, il faut comprendre que les marchés sont aujourd'hui d'une fragilité extrême, on l'a vu, qui sont incroyablement dépendants, et je cite ici notre collègue, des injections de liquidités des banques centrales qui permettent de sauver, dans le même temps, croit-on, des États en quasi-faillite et des entreprises en mauvaise santé. Et cela dure en fait depuis ce qu'on a appelé la crise de 2008, qui a été présentée comme telle et qui n'est pas vraiment une crise, sinon en réalité un système qui est arrivé en fait en butée complète. Il ne faut pas oublier que après 2008, seulement quelques mois plus tard, la situation était redevenue au beau fixe, en fait, comme nous l'explique notre collègue Chevalier, et que la baisse permanente des taux d'intérêt et la création, quoi qu'il en coûte, de programmes successifs de rachat d'actifs ont permis de repousser les conséquences d'un crash financier d'envergure, et on va venir en plus sur ce point-là un peu ultérieurement, de conduire l'or vers des sommets. Et depuis ce moment-là, depuis 2008, en réalité, les marchés, ce qu'on appelle les marchés, ne reposent plus sur des fondamentaux, mais sur tout simplement un volume de liquidité artificielle continuellement déversé. Et à chaque panique bancaire ou chaque risque de crise, eh bien, les banques centrales abusent de leur rôle historique de sorte qu'en fait, elles réussissent à maintenir vaille que vaille grâce à la dette, une économie mondiale qui est malade. Et je reprends ici l'image de notre collègue Chevalier, un patient qui est en phase terminale ou sous soins palliatifs. Et alors, sur la question de l'inflation, savoir en réalité la capacité à maîtriser l'inflation, eh bien, il y a tous les éléments en fait que nous voyons en fait actuellement étaient déjà réunis et rassemblés pour la panique que nous avons connue il y a quelques jours et que vous venez de décrire. Et c'est comme souvent, surtout du côté des États-Unis, qu'il faut chercher. Ici, je reprends en fait les indications de notre collègue, l'économie américaine est entrée dans une période en fait de très grande fragilité avec, là j'ai des chiffres sous les yeux, le chômage tendu, le chômage en hausse de 4,1% à 4,3%, et surtout l'inflation encore présente en fait que l'on a fixée à 3%. Ce que l'on voit surtout, c'est le ralentissement économique, la réduction du bilan de la réserve fédérale qui entraîne une baisse de la liquidité. Et comme vous le disiez tout à l'heure, le mois d'août est une période où les marchés sont traditionnellement moins liquides, les volumes d'échanges sont réduits, ils accentuent ainsi la volatilité. C'est le moment où d'ailleurs où on s'amuse à faire des stress tests bancaires pour voir un peu la solidité des banques. Et quand on voit les résultats, eh bien en fait on ne publie pas les petits C'est stress une tests. habitude, c'est stress test Oui, d'habitude, mais on se rappelle bien que pas mal de banques sont passées en ayant le résultat positif par rapport au stress test, mais cela ne les a pas empêchés de faire faillite par la suite. exactement, parce qu'en fait, en réalité, ce n'était pas du tout corrélé avec la stabilité comment dire, des systèmes financiers. Et en fait, on voit aujourd'hui, je réponds à votre question, c'est que
la Banque centrale américaine s'apprête à abaisser des taux d'intérêt un peu plus tôt que prévu, ce qui en théorie devrait être accueilli positivement par les marchés, parce que ça offrirait normalement des conditions d'emprunt beaucoup plus favorables, mais qu'au contraire, il y a une perte de confiance dans la politique monétaire, dans la capacité à maîtriser l'inflation, et on revient en fait sur quelque chose qui est vraiment qui est fondamental, parce qu'en fait, c'est le sentiment comment dire, qui triomphe de tout, c'est que les investisseurs sont extrêmement sensibles, ont des antennes très fines et perçoivent tout cela de manière négative. Et alors, ce qui s'est passé, quand on l'a vu en fait dans l'actualité, quand toutes ces conditions ont été réunies, comment dire, la liquidation à hauteur de 75%, je crois, du carry trade mondial après le changement de politique monétaire par la banque centrale, une banque centrale qui était celle comment dire, de la Banque du Japon, en l'occurrence, qui était, comment dire, coincée depuis des années, a naturellement provoqué des répercussions à l'échelle internationale. Alors, dans un premier temps, qu'a-t-on vu? Eh bien, on a vu comment dire, la chute historique des indices japonais, et puis ensuite, ça a été les bourses mondiales qui ont enregistré des pertes importantes. Et puis aussi, du côté des États-Unis, on a vu des valeurs technologiques de sociétés extrêmement importantes comme Nvidia, qui, comment dire, a connu une chute extrêmement importante. Et là, on voit aujourd'hui, en fait, plus de 100 milliards de dollars qui ont été effacés, en fait, en capitalisation boursière, de telle sorte que, une fois de plus, on se retrouve, en fait, devant un constat très simple, c'est que nous avons un système financier qui est un château de cartes, et de telle sorte qu'à la suite, les États-Unis s'enrhument et comment dire, les pays européens, alors eux, deviennent gravement malades, eh bien, ils enregistrent des pertes massives dans des entreprises qui sont présentées, par exemple, dans ce qu'on pourrait penser comme étant en fait des entreprises encore solides, comme le secteur de luxe, l'automobile, alors que les demandes qui sont en provenance de Chine ralentissent elles aussi. La Chine connaissant aussi ses propres difficultés. Et on voit ici tout un enchaînement. Alors, en fait, en réalité, ben, c'est pour répondre à votre question, la politique monétaire là-dessus ben, n'existe pas ou est extrêmement fragile. Ce n'est plus qu'un cautère sur une jambe de bois. Et quant à la maîtrise de l'inflation, elle n'est qu'intellectuelle. Voilà, c'est la seule question Alors, que je dois poser. juste avant de passer à Oui. la question suivante, Oui. il y a quand même un problème, enfin, qui est très apparent. Euh, c'est normalement quand il y a de l'argent qui est injecté dans l'économie réelle. Avant, quand l'économie était plus ou moins maîtrisée bien comme il faut, on voyait qu'il y a une corrélation entre l'augmentation de la masse monétaire et puis l'augmentation du PIB, que ce soit d'un pays ou du monde entier. Donc, si le PIB augmentait de 2%, on voyait la masse monétaire aussi corrélée et augmenter de 2%. Mais mais actuellement, le rapport est absolument exorbitant par rapport 1 ou 2, la masse monétaire passe de plus de 10% jusqu'à 18%. Donc, on est vraiment dans une espèce de bulle où on a injecté énormément d'argent, comme disait avant Hélène Clément-Pétillot, mais qui est donc dans une économie qui est devenue un casino, une martingale. On fait une martingale, on s'arrange comment piquer là et poser là, et ainsi de suite. Alors, Oui, mais alors, votre image est très bonne, Kamal. C'est qu'on est au casino, mais la réalité, c'est pas ça. C'est que d'abord, c'est un casino avec une roulette qui est truquée. Voilà, avec une bille qui saute dans tous les sens, que personne ne maîtrise, y compris le croupier principal. Et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, on a créé des masses d'argent absolument gigantesques. C'est non seulement de l'argent qui n'existe pas, qui est artificiel. fictif, Hein, ouais. je fais non plus tourner la photocopieuse comme avant, mais je vous crée en fait de la monnaie électronique. Et puis ensuite, vous évoquez la question du PIB. Mais c'est que plus personne ne travaille derrière. On ne crée plus de vraies richesses. Et il y a un moment Absolument. donné, on n'arrive plus à raccrocher les deux choses. Donc, et c'est la suite de votre entretien, je pense, c'est qu'on est en train d'arriver avec un avion là qui n'a plus aucune portance et qui est en train de Exactement. décrocher. Et là, justement, j'aimerais donc poser la question suivante à Hélène Clément Pétillot, mais en revenant un peu vers l'arrière, parce que c'est toujours en jetant un peu l'œil sur l'histoire qu'on peut toujours avoir une bonne appréciation de la réalité. Alors, malgré son accalmie donc, ces dernières semaines, l'inflation demeure à un niveau significatif, hein, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, donc supérieur à celui de la période de Covid-19. Et à ceci
s'ajoute le déficit budgétaire astronomique des pays occidentaux, comme les États-Unis, les Européens comme la France, donc, et qui pourrait obliger la Fed et la BCE à relancer la planche à billets. Et par conséquent, l'inflation risque à nouveau de repartir à des taux très élevés. Alors, les pays occidentaux ont connu une situation similaire dans les années 70, avec les deux chocs pétroliers de 73-74, puis 78-80, quand l'inflation est repartie à la hausse, avec un pic de 13,5% aux États-Unis. Et à ce moment-là, le, le gouverneur de la Fed à l'époque, Paul Volcker, a été contraint, ou il a fait le choix, tout simplement, d'augmenter le taux directeur à 20%. 20% afin de réduire l'inflation de manière significative. Alors, pensez-vous qu'un tel scénario est possible actuellement, alors que le taux d'endettement des États-Unis a atteint des proportions astronomiques? Comment allons-nous sortir d'une seconde vague non maîtrisée de l'inflation? Quelle est la suite? La parole est à vous, Hélène Clément-Pétillot. Merci Kamal. Alors, je crois qu'il faut insister sur un point. On est dans une situation qu'on peut caractériser d'extrême incertitude. Et dans ce cas, les acteurs économiques et les acteurs financiers ne peuvent pas se fier à leurs repères et à leur action traditionnelle. Il y a une perte de cohérence d'ensemble. C'est ainsi que les actions des gouvernements aussi peuvent paraître complètement incohérentes. Donc, vous voyez, on peut déjà se dire qu'une logique de fonctionnement normal d'une réponse économique, par exemple comme celle dans les années 70, ne peut pas avoir lieu de la même manière. Alors, vous avez souligné combien les États-Unis sont confrontés à des déficits, mais je précise, c'est des déficits budgétaires fédéraux et locaux. Et si on se réfère aux derniers résultats de l'agence Fitch, elle anticipe qu'à l'horizon 2025, ces dettes combinées dépasseront 10% du PIB américain. Donc, c'est énorme. Maintenant, on peut aussi remarquer une chose, c'est que les États-Unis ont toujours une attitude politique économique pragmatique. Même si elle est marquée par l'incertitude, on a un peu l'impression qu'ils arrivent à retomber sur leurs pieds. Et d'ailleurs, il y a des signes dans ce sens, même si ces signes sont défavorables à l'Europe. Parce que là, cette fois-ci, les États-Unis tentent de retomber sur leurs pieds, mais au détriment des économies européennes. Vous voyez par exemple l'industrie allemande qui perd chaque jour des pans entiers de ses compétences et de ses unités de production qui vont s'installer aux États-Unis. Donc, vous voyez, il y a une délocalisation qui se fait, une Europe qui coule et les États-Unis qui se raccrochent un peu aux branches en attirant, voilà. Alors, pour insister aussi sur une énorme différence dont a parlé d'ailleurs mon collègue Renaud Bouchard, une différence majeure avec l'époque des années 70 et que les pays occidentaux, dans leur idéologie néolibérale qui a été poussée à outrance, ont complètement négligé l'économie réelle et ont massivement désindustrialisé leurs économies. Et il y a dans ce phénomène des irréversibilités, des pertes de compétences, des pertes de savoir-faire. Bien sûr, on imagine qu'une des conséquences, c'est le chômage de masse auquel nous assistons. Mais il faut savoir que ce chômage de masse, couplé à l'afflux de populations immigrées, a permis de maintenir les salaires à la baisse et faire croître les profits pour alimenter les marchés financiers. Donc, vous voyez, vous avez toute une structure logique qui est en train finalement d'exploser, quoi. Donc, et bien évidemment, il est difficile de trouver comment revenir en arrière parce qu'il est difficile d'imaginer qu'un banquier, qu'un communicant ou qu'un juriste puisse du jour au lendemain se décréter ingénieur et que ce soit crédible. Ah ouais. D'une certaine manière,
Tout ceci montre que l'offre réelle, c'est-à-dire le PIB réel, le PIB qui ne serait pas qu'une amalgame de services financiers ou de services de communication tel qu'il est à l'heure actuelle dans les pays occidentaux, mais derrière de la production, vous voyez, cette offre de produits, elle se raréfie en Occident. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, les prix augmentent. C'est vraiment l'économie à la base. Quand on manque, quand l'offre est rare, les prix augmentent. Donc, d'une certaine manière, l'inflation à laquelle nous assistons, c'est une inflation basique de l'économie, des principes économiques de base. Il est difficile de faire revivre une industrie qui a déserté des territoires. Donc, pendant un temps, l'Occident pensait qu'en attirant avec une propagande ciblée l'art de vivre à la française ou l'art de vivre sociétal dans un monde progressiste, on allait attirer beaucoup de monde de l'extérieur. Donc, l'Occident agissait ainsi comme un freerider pour attirer les Chinois compétents, les Indiens. Les États-Unis ont beaucoup joué comme ça, voire même les Russes à certaines périodes. Mais là, maintenant, ça ne marche plus parce qu'il y a une alternative. Les gens se disent pourquoi aller dans une société qui est en train de couler. D'accord. Et donc, je vais enchaîner avec la dernière question, et justement pour montrer dans les faits économiques comment cela a évolué dans le temps. Alors, au moment où l'on parle, la dette globale des États-Unis atteint la somme astronomique de près de 101 642 milliards de dollars, soit près de 400% du PIB américain et 97% du PIB mondial. Alors, si l'on rajoute l'ensemble des actifs et des engagements en bourse, qui sont également des dettes, on arrive à près de 314 000 milliards de dollars, soit 1200% du PIB du pays et près de 290% du PIB mondial. Alors, pour montrer comment la chose par rapport à la valeur du dollar a changé, je rappelle que le 15 août 1971, lorsque le président des États-Unis à l'époque, Richard Nixon, décida de tuer les accords de Bretton Woods en découplant l'or du dollar, une once d'or de 31,1 grammes du métal jaune valait 35 dollars avant d'atteindre les 280 dollars en janvier 2000 et les 2550 dollars le 19 août, c'est-à-dire 2 jours avant, 19 août 2024, soit une augmentation de plus de 6600%. Alors, Renaud Bouchard, si l'inflation est maîtrisée aux États-Unis, en Europe, comme s'en félicite la Fed et la BCE, pourquoi dans ce cas le prix de l'or n'arrête pas de flamber? Il arrive à des sommets jamais atteints auparavant. Et croyez-vous vraiment au scénario de la baisse des taux d'intérêt annoncés par la Fed et la BCE? Et puis, si ça arrive, quel impact sur l'économie réelle? Alors, ce sont trois questions qui sont en fait liées à une seule chose, qui est la réaction des populations mondiales, des acteurs économiques, des gens comme vous et moi, tout simplement, qui se rendent compte que en écoutant la météo, ben, on annonce un avis de grand frais, un grand orage, et il va falloir essayer d'ouvrir un parapluie ou à tout le moins d'essayer de se mettre à l'abri et de faire avec ce que l'on a. Alors, si vous mettez de la monnaie papier sur une table et puis un métal jaune à côté, vous allez voir immédiatement dans quel sens les gens qui vont passer vont, comment dire, vont réagir. Alors, sur la, comment dire, la baisse des taux d'intérêt, je ne suis pas devin, j'en sais trop rien. Ce que je vois, c'est qu'elle est un petit peu corrélée pour le moment avec l'histoire en fait, de la hausse du marché de l'or, car on l'a noté, l'or poursuit son ascension dans cette période qu'on qualifiera de charnière, puisqu'il joue plus que jamais un rôle d'assurance, croit-on, face à l'instabilité. Les facteurs, en fait, structurels, et je reviens ici sur l'analyse que faisait notre excellent confrère Chevalier que je citais tout à l'heure, tous ces facteurs structurels qui contribuent en fait à la hausse de l'or, c'est-à-dire l'achat des banques centrales, l'inflation, les tensions géopolitiques, les déficits budgétaires abyssaux que vous venez d'évoquer, eh bien tout cela continue en fait de servir de tremplin et de moteur. D'autant plus pense-t-on que la Fed va abaisser ses taux d'intérêt pour provoquer par là une baisse du dollar. Le résultat qu'on voit là actuellement, c'est que l'or, qui donc est
désormais libéré depuis un bon moment de sa dépendance au dollar, commence lui aussi à se départir un peu curieusement du cours des matières premières dont on pense que le prix devrait diminuer dans les prochains mois. Mhm. Personnellement, je n'y crois pas. Le monde est en train d'entrer en guerre, donc tout le monde va essayer de faire des réserves et a commencé à faire des réserves sur justement les dites matières premières. Il n'y a pas simplement que le minerai de fer, il y a aussi les terres rares, il y a tout ce qui est utilisable dans une économie militarisée, une économie de guerre. Et en fait, ce que l'on voit actuellement, c'est que l'or affiche une hausse de près de 30% sur un an, 20% sur 6 mois. J'ai un chiffre sous les yeux, c'est pour ça qu'en fait que je vous le cite, et 5% sur le mois dernier. Et dans les prochaines semaines, on sait déjà maintenant qu'il y a des anticipations à la hausse qui sont désormais partagées en fait par tous les acteurs économiques, que ça aille des banques d'investissement aux gestionnaires d'actifs, en passant par les institutions monétaires qui en achètent énormément, comme le fait effectivement la Chine, par exemple, mais aussi d'autres pays qui sont des gros producteurs d'or, comme l'Inde, comme la Russie et encore la Chine. Et en fait, ce que l'on voit, la conclusion à laquelle on peut arriver, c'est que maintenant, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il suffit d'un mauvais rapport, par exemple, sur l'emploi aux États-Unis, d'une modeste hausse du taux de la Banque du Japon pour faire chuter en fait l'indice japonais du Absolument. Nikkei en une journée. Les indices américains français et européens ont eux aussi chuté. Les crypto-monnaies ont bougé aussi. Et en fait, bref, ce que l'on voit, et je cite ici l'expression que je n'aime pas trop, c'est qu'en fait, on va voir arriver très probablement ce qu'on appelle un flash crash sans précédent. Et tout ça dans un contexte géopolitique qui est un peu tendu avec toutes les tensions historiques, géopolitiques que vous connaissez D'accord. dans dans tout l'arc. Alors, où va-t-on? Ben, je vais dire, je vais dire, on va vers une recomposition générale de tout le dispositif économique et financier à l'échelle internationale. Alors que les derniers mois, donc pour la première question de l'année approchent, les économies avancées se fragilisent, comme on le voit, et en particulier l'Europe, euh, notamment après la destruction des gazoducs Nord Stream 1 et 2, et la coupure d'une source d'énergie extrêmement importante, aussi bien en quantité aussi en prix. Alors, d'un côté, on a l'Allemagne qui a révise, comme de nombreux pays européens, sa croissance à la baisse de 1,4% à 0,2%. Et l'économie française fait sur place à 0,3%. Euh, mais les États-Unis, le PIB ralentit et aussi on peut voir le même scénario se répéter là-bas. Alors, Renaud Bouchard, vu l'accroissement permanent de la dette mondiale, publique et privée, impossible dont tout le monde, presque à l'unanimité des économistes, disent que c'est une dette qui sera impossible à rembourser. Elle n'est pas remboursable vu la disproportion extrêmement astronomique entre la production et justement et la dette, et la production, c'est-à-dire le secteur qui est censé rembourser la dette, justement. Alors, et puis, alors que les taux d'intérêt réels sont désormais positifs, est-ce que le krach boursier actuel n'est-il pas annonciateur, comme vous l'avez déjà développé dans la dernière question, d'une crise grave dans les prochains mois ou voire les prochaines semaines? Bah, la réponse, oui, bien sûr, elle est positive. Cette dette, en fait, est une dette monstrueuse. Euh, Personne n'a envie de la rembourser et personne surtout n'a les capacités de la rembourser. On vous dit les taux d'intérêt sont réels, sont positifs. En fait, en réalité, je ne sais plus enfin, en réalité, ce qui va se passer, c'est que où l'on entre dans comment dire, une économie extrêmement vertueuse, ou alors là, tout le monde va décider de vivre en serrant la ceinture et en adoptant en réalité des principes économiques extrêmement rigoureux, et on arrivera peut-être à un résultat, mais en fait, en réalité, on n'y arrivera pas. Ou alors la réalité beaucoup plus simple qui va s'imposer et qui est en train de tomber comme un coup près, c'est que, c'est que, en fait, en réalité, il y a un moment donné où on va annuler les dettes.
je pense en réalité, à un immense défaut. Et ce qui va se passer, c'est que la conséquence de cela sera, vous le disiez tout à l'heure, la monnaie est créée par la dette. Et en fait, on va avoir en fait une crise qui va se traduire par une disparition probablement presque totale de la monnaie que nous connaissons et qui est actuellement en circulation. Et ce n'est pas pour rien justement que des économies très solides comme celle de la Chine ou de la Russie sont en train en réalité d'asseoir leur propre devise nationale sur un capital en or derrière. Parce qu'en fait, c'est la confiance qui prime. Moi, ce que je pense, tout simplement, c'est que les, les banques centrales, les banquiers centraux des pays malades, que ce soit, en fait, je dirais, les pays d'Occident en général, avec les États-Unis et l'Europe, vont être contraints de se déclarer perdants et de déclarer forfait face à une inflation qui persiste. Mais dans ce cas, Renaud Bouchard, il y a quand même quelque chose de très, très inquiétant dans la situation actuelle dans le monde. C'est un peu la corrélation, je me permets de le dire, hein, sous votre Allez-y. contrôle, tous les deux, c'est un peu la corrélation avec l'augmentation des risques géopolitiques et d'atteinte à la paix et le risque de guerre, voire généralisée, et cette crise-là, économique et financière, qui s'aggrave de plus en plus. Donc, quand vous dites annulation de la dette, est-ce que cela ne pourrait pas être justement le déclencheur à Dieu ne plaise, d'une dérive vers une escalade militaire et de la guerre? Qu'en pensez-vous? Je dirais, je laisserai la parole après à mon collègue. Vous savez, Dieu est un observateur très impartial de tous les errements, de tous les incapacités de sa créature humaine. Il regarde, je pense que lui a la solution, mais nous ne la connaissons pas encore. Voilà. Euh, je pense qu'on va vers un acmé, vers une montée générale, en fait, j'allais dire, du désastre financier complet. La chute a commencé, elle ne s'enrayera pas. À partir du moment, je ne sais plus du tout qui faisait cette étude-là, et à partir du moment où on sait maintenant que dans un corps, quel qu'il soit, dans une structure, quand vous avez un peu plus de 25% en réalité de cette structure qui est malade, qui est atteinte, qui est fragilisée, en réalité, c'est irréparable. C'est ce que disait, comment dire, Hélène Clément-Pittiot tout à l'heure. On ne peut pas reconstruire des économies qui ont disparu. Quand vous avez des pans entiers d'industrie qui sont tombés, ils ne reviendront pas. Donc, on va repartir surtout à la base. On reconstruira, on repartira sur autre chose, sur une autre monnaie, sur un autre système financier, en étant débarrassé des entreprises canards boiteux qui ont été, j'allais dire, artificiellement soutenues, en étant débarrassé probablement aussi d'institutions monétaires qui se survivent elles-mêmes et qui sont en réalité déjà totalement obsolètes. Je pense au Fonds monétaire international, à la Banque centrale européenne, aux différentes banques centrales à l'intérieur de l'Union américaine. Tout ça est en parfaite recomposition. D'accord. Alors, regardons un peu de près l'Europe, justement, les conséquences de tout ça, de tous ces facteurs-là, présents depuis des décennies, hein, ce n'est pas juste aujourd'hui. Alors, on a les chiffres de la croissance enregistrée dans les principales économies européennes font état justement d'une économie à l'arrêt et même sans exagérer, en pleine déconfiture. Alors, de 2017 à 2023, l'Allemagne a eu 0,1% de croissance par an. L'Italie, 0,2%, la France, 0,5%, l'Espagne, 0,6%, le Royaume-Uni, un peu moins de 1% par an. Et puis, plusieurs raisons, donc, en plus de ce qu'on vient d'évoquer, euh, sont avancées par des experts pour expliquer la politique économique néolibérale contre-productive menée par Bruxelles, ayant abouti, donc, comme le disait Hélène Clément-Petiot, à une désindustrialisation à cause du libre-échange avec les pays à bas salaire, un recul flagrant dans les industries des innovations, au profit notamment des pays émergents, et bien sûr, et le facteur très, très important, qu'on oublie souvent, c'est le vieillissement de la population, le problème démographique. Alors, les États européens qui sont aujourd'hui en très mauvaise posture, avec peu de croissance
de gros déficits publics et des dettes publiques très élevées, ont-ils les capacités de faire face à un grave krach financier, comme le disait Renaud Bouchard? Qu'en pensez-vous, Hélène Clément-Petiot? Alors, je crois que la situation, effectivement, comme vous le décrivez tous les deux, est celle d'une fuite en avant, une fuite en avant parce qu'il y a eu l'incertitude est telle, et je dirais même plus que l'incertitude, l'incompétence et l'incapacité à agir est telle que la seule solution qui se dessine, c'est une solution de violence. On voit la manière dont la communication est faite pour mettre en avant les conflits armés, les destructions. Au sein même des pays, on assiste à des guerres internes, parce qu'on utilise Oui, même ce terme de guerre contre des pandémies, pandémies qui étrangement suivent un cycle de 4 ans avec l'élection américaine. Chaque fois qu'on a besoin de créer un peu d'agitation des esprits pour les détourner d'une réalité qui est attristante, on trouve une nouvelle pandémie. Alors, tantôt c'est les pangolins, tantôt c'est les singes qui sont les pourvoyeurs de cette pandémie. Mais je crois que c'est le signe quand même qu'on assiste à une ingénierie sociale qui est mise en place par toute une infrastructure de communication basée sur quelque chose on peut dire, carrément scientifique. C'est-à-dire qu'on a fait appel aux connaissances de sciences cognitives pour développer tout un arsenal pour tenir les populations hors du réel. Et finalement, on assiste quand même en Occident quand on regarde partout, que les gens sont prêts à remettre des masques alors qu'il ne s'agit plus de maladies qui s'attrapent par respiration, mais d'une autre manière, vous savez aussi bien que moi. On est abasourdi par tant finalement de bêtises. Comment les gens arrivent à se faire ainsi manipuler et pourquoi cette manipulation, si ce n'est les instrumentaliser et finalement pour qu'ils acceptent tout, l'absence de travail, l'absence de revenus, l'effondrement de leur système de santé. Tout ceci, c'est de l'agression, c'est de la violence qui est faite aux populations. Et je crois que tant qu'en Europe, les populations ne réaliseront pas et seront capables d'accepter, rien ne bougera dans ce genre de situation. Finalement, quel est le panorama de l'autre côté aussi? C'est que le monde change, mais change sans l'Occident. L'Occident reste coincé, menace, mais finalement, quand on n'a pas la capacité de faire marcher un hôpital, on n'a pas non plus la capacité de faire marcher une industrie militaire. Donc, on voit très bien qu'on n'arrive pas à fournir les armes qu'on promet à nos en mercenaires qui Ukraine, vont oui. faire la guerre à notre place. Donc, on n'arrive à rien. Alors, la communication et les sciences cognitives, c'est pour faire croire qu'on gagne les guerres, mais un jour ou l'autre, si à force de ne pas les gagner, la population peut-être se réveillera. Voilà. J'ai cet espoir parce que, à mon sens, la panorama mondiale n'est pas si désespérant que ça. Il y a juste un côté qui a raté par contagion de la Non, bêtise. et Voilà, il y a une on pandémie. dirait aussi, par exemple, les pays qui sombrent dans l'ingouvernabilité, justement après des crises politiques, comme ce qui se passe actuellement en France. À ce jour, le pays n'a pas de gouvernement, juste un gouvernement qui liquide les affaires courantes. Mais on n'en a pas besoin, Kamal. On n'a pas besoin de gouvernement à partir du moment où tout est décrété à l'Union européenne. C'est elle qui gouverne et qui reçoit ces orientations des États-Unis. Donc, on se rend compte depuis quelques semaines qu'en fait, en France, on n'a absolument besoin d'aucun gouvernement pour l'instant pour suivre la politique qui est celle qui est menée. D'accord. Bien. Alors, j'aimerais maintenant qu'on regarde un peu l'Afrique dans toute cette situation globale, financière et économique, même géopolitique. Et j'aimerais rappeler quelques chiffres. Alors, au milieu de la plus forte hausse donc, des taux d'intérêt mondiaux depuis 4 décennies, les pays en développement, notamment africains,
ont dépensé un montant record de 443,5 milliards de dollars pour assurer le service de leur dette extérieure publique et garantie publiquement en 2022, donc selon le dernier rapport sur la dette internationale de la Banque mondiale. Et les paiements du service de la dette qui comprennent le principal et les intérêts ont augmenté de 5% par rapport à l'année précédente pour tous les pays en développement. Alors, les 75 pays éligibles pour emprunter auprès de l'Association internationale de développement de la Banque mondiale qui soutient les pays les plus pauvres ont payé un montant record de 88,9 milliards de dollars en frais de service de la dette en 2022. Et au cours de la décennie dernière, les paiements d'intérêts de ces pays ont quadruplé pour atteindre un sommet sans précédent de 23,6 milliards de dollars en 2022. Et puis, le coût global du service de la dette des 24 pays les plus pauvres, dont la plupart sont africains, devrait augmenter en 2023 et 2024 jusqu'à 39% selon le même rapport de la Banque mondiale. Alors, Renaud Bouchard, l'augmentation des coûts, c'est clair que a détourné des ressources extrêmement importantes et extrêmement de grandes nécessités pour les pays africains, des besoins essentiels tels que la santé, l'éducation, l'eau, l'énergie et les infrastructures. Et puis cette situation, est-ce que cette situation est-elle encore tenable dans le contexte actuel? Et puis, quid de la solution de l'arrimage à la dynamique de développement des BRICS, notamment pour l'Afrique? Une double question et une double réponse. Sur comment dire, la durée et cette dette que vous évoquez, j'aimerais me référer à un concept qui m'est très cher et qui parlera à tout le monde, qui est celui de dette odieuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des pays qui se sont trouvés volontairement ou involontairement, enfin bref, ils se sont trouvés, pardonnez-moi l'expression, embringués en fait dans un dispositif financier qui est tout simplement une strangulation continue dont ils ne se sortiront pas. Donc, il y a bien un moment donné où je crois que quand on n'arrive plus du tout à rembourser quoi que ce soit comme dette, eh bien, tout simplement, on se déclare en état de cessation de paiement et puis on continue et on repart sur d'autres bases. Ces dettes-là, en fait, en réalité, sont absolument épouvantables. Quand vous arrivez, et on est en train, je vais dire, de découvrir ça actuellement en Europe, avec notamment, par exemple, la, fameuse dette de la France, où vous avez le service du remboursement des intérêts qui commence à devenir insupportable, Ouais. jusqu'au moment donné où les gens vont finir par se rendre compte qu'on ne peut plus payer et que l'agence France Trésor n'arrivera peut-être plus à placer sur les marchés internationaux des produits financiers qui sont de moins en moins intéressants. On va réviser en fait toutes ces structures financières, toutes ces structures comptables. Pour répondre à votre question, j'ai en tête en fait un article que je vous invite à lire. C'est celui de trois auteurs qui s'appellent Nazneen Barma, Eli Ratner et Steven Weber, qui en novembre de 2014 écrivent, c'est un article intitulé A World Without the West, un monde sans l'Occident. Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer, par exemple, vous parliez des politiques de santé. Hier, dans une conversation que nous avons eue avec Hélène Clément-Pittiot, elle m'expliquait comment, j'allais dire, le nouveau type de coopération russe médicale qui est en train de se mettre en place en Afrique faisait que vous aviez en fait un appel d'air et une possibilité pour des étudiants africains de venir étudier en Russie des spécialités, notamment par exemple la stomatologie, hein, la médecine appliquée en fait aux pratiques dentaires. Eh bien, pendant 2 ans, on offrait à ces étudiants capables et méritants la possibilité de suivre des cours en français, le temps d'apprendre le russe, et les 2 dernières années se terminaient justement avec l'apprentissage en russe. Eh bien, voilà un prototype en réalité comment dire, de coopération médicale qui a existé avec ce que faisait la France à un moment donné, mais qu'elle a abandonné, qui s'est mis en place avec, je dirais bien beaucoup de succès, parce que je l'ai vu en réalité sur place à Cuba, par exemple, où vous avez en fait une médecine de base qui fonctionne avec les éléments du bord, et puis
Et puis, en réalité, on finit par reconstituer à côté d'autres structures financières, mais on va s'affranchir en réalité de, comment dire, du Fonds monétaire international, en fait, en réalité, de tous ces kilos d'impérialisme qui font que vous avez des pays qui n'arrivent plus du tout à s'en sortir parce qu'ils sont restés dans un système monétaire qui ne leur convient plus et un système financier qui est totalement invivable. Alors, la deuxième partie de votre question sur la solution de l'arrimage et la dynamique de développement des BRICS, notamment pour l'Afrique, moi, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup parce que tout simplement parce que vous avez actuellement en Afrique des structures financières qui sont en train comment dire, de se développer, de changer. Dans la thèse que j'ai eu l'honneur de soutenir justement avec ma collègue Hélène Clément-Pizio, eh bien, j'expliquais comment, par exemple, les fonds souverains étaient des instruments en fait qui étaient en perpétuelle et en recomposition complète et qu'ils allaient devenir en fait de formidables outils notamment en Afrique, car il y a des fonds souverains africains. Et c'est ce que disait le fondateur du concept des fonds souverains, qui s'appelait Rosanov. Il disait, d'ici en fait une vingtaine d'années, il n'est pas impossible que nous ayons un très grand fonds souverain africain. On Mhm. a 54 pays, un continent qui est richissime, Déjà, des gens il y qui... avait un pays qui avait un énorme fonds souverain, 134 milliards de dollars, et Exactement, la et qui a été Libye. détruit et Et pillé. ça a attiré les Exactement. convoitises. Et il y a quand même, c'est quand même étonnant que à ce jour, alors que c'est un fonds souverain qui était géré par la Banque centrale libyenne, à ce jour, la Libye n'a pas récupéré les fonds et on ne sait pas où ils se trouvent. Comme ça, Ah, On ne il sait y a des pas trous si noirs comme ça dans on le doit, monde. on doit savoir, on doit savoir. mais il y On a va quand même une trouver. chose ici, moi qui, justement, je rejoins, je sais pas, on pourrait rejoindre Renaud Bouchard dans enfin, ce parfum d'espoir, parce que en réalité, quand on regarde le fonctionnement du système, ce système est en train de piller tous les peuples du monde, qu'ils soient au nord, au sud, l'Occident, on voit la situation en Europe, en Afrique, en Amérique latine. Euh, c'est aussi un parfum d'espoir parce que à un certain moment, les gens vont se dire, enfin, les simples gens qui ne veulent que vivre tranquillement, envoyer leurs enfants aux écoles et avoir de bons systèmes de santé, ils vont se dire, mais il y À a quoi quand même bon? à faire ensemble au lieu de... Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous dirais, par exemple, vous parliez de fonds souverains, vous parliez de richesse, on en revient, par exemple, avec les BRICS. Il y a quelque chose qui m'intrigue énormément, je n'ai pas la réponse là pour le moment. Vous aviez à un moment donné l'Argentine qui allait rejoindre les BRICS. Et puis Ouais. avec le président Milei, j'allais dire, il a manifesté une certaine hésitation. En fait, il est resté dans une dollarisation de son économie. L'idée générale n'était pas complètement stupide, puisque de toute façon, plus personne ne faisait confiance au peso argentin. On allait dire aux gens, mais puisque vous avez plein de dollars qui sont en réserve, ben, utilisez-les comme vous pourriez utiliser n'importe quel autre, comment dire, moyen de paiement extérieur. Ça, c'est pas complètement idiot. Je vous fais comment dire, une approche vraiment à la hache, là. Et puis tout d'un coup, on apprend une chose. On apprend que l'or de la Banque centrale argentine a été transféré en plusieurs reprises, eh bien, en Angleterre. Là, je ne comprends plus très bien ce qui se passe. Un pays souverain garde son or à l'intérieur. Voilà. D'ailleurs, tous les pays qui ont eu le malheur de transférer leurs réserves de banque centrale en or ont eu un mal fou à les récupérer. L'Allemagne en premier, voilà. Donc, on ne savait pas trop si ça avait été transformé en tungstène, on ne savait pas trop. D'ailleurs, je ne sais même pas la réponse. Ouais. Mais vous avez des pays qui, eux, savent exactement où se trouve leur or, où se trouve leur richesse. Alors en Afrique, eh bien, vous en avez. Eh bien voilà, et vous en avez même d'autres. Par exemple, je pense à un pays comme le Botswana, qui a un fonds souverain, qui est, comment dire, assez extraordinaire. C'est le seul qui ne soit pas gagé sur, en fait, des ressources minières ou des ressources minérales comme l'or. Il est gagé sur du diamant. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça a été dirigé par un bonhomme qui, jusqu'à présent, en fait, je crois qu'il y en a un autre qui lui a succédé, mais en fait, avait une conception assez vertueuse de l'économie. La suite, je ne sais pas ce que ça donnera, mais j'ai une extrême confiance dans comment dire, dans le changement qui est en train de se passer en Afrique. Un continent gigantesque, 54 pays, une population qui va atteindre 2 milliards d'habitants en elle-même. Je pense que l'or du fonds souverain libyen sera retrouvé et la richesse sera reconstituée d'une autre manière. D'accord. N'ayez crainte.
Alors, maintenant, la question un peu, la dernière question un peu de récapitulation de tout ce que nous venons de développer. Alors, Hélène Clément-Pétillot, pour faire un pas sérieux vers la résolution de la crise actuelle, je crois que Renaud Bouchard l'a un peu initié dans les deux dernières questions, il va falloir certainement abaisser le niveau général d'endettement. Or, cela implique une certaine austérité sur le plan fiscal de la part de l'État, mais aussi une austérité de la part des ménages. Ceci mettrait certainement les entreprises dans l'incapacité à investir comme avant à cause de la baisse de la demande. Aussi, le drame est que les populations à revenus modestes, dans beaucoup de pays, notamment européens, souffrent déjà et que leur pouvoir d'achat se détériore vite, alors que nous ne sommes qu'au début de ce grand resserrement des vis. Bien. Alors, justement, il y a quand même une question morale qui se pose ici. Comment peut-on penser, comme le disent certains, enfin, qui défendent cette thèse, euh, aller dans une politique d'austérité qui va gravement casser le niveau de vie des gens, des simples gens, alors que on, on pourrait dire justement, comme disait Renaud Bouchard, tout simplement, il faut arrêter de payer la dette, voire mettre en faillite tout le système financier. Alors, que pensez-vous? Que doit-on faire pour avancer justement dans le sens de la résolution de la crise avec de moindres coûts économiques et sociaux? Alors, le parallèle est très intéressant parce que il permet de comprendre la soumission des pays occidentaux à un système financier qui est en train d'exploser. D'une certaine manière, vous avez, ce qu'a bien décrit Renaud Bouchard en Afrique, des potentialités énormes. Et en même temps, il y a la volonté politique de refuser un engrenage de la dette. D'ailleurs, cette semaine, le président Traoré du Burkina Faso a refusé d'envisager des prêts du FMI ou de la Banque mondiale. Et il a expliqué pourquoi. Il ne veut pas rentrer dans cette logique qui est une logique en fait d'une finance de notre temps. Donc l'Afrique se positionne dans une dimension qui est celle du nouveau monde des BRICS, de nouveaux partenariats, de nouvelles capacités de développement énergétique, et donc il y a un espoir pour sa population. De notre côté, vous avez l'Occident qui, ne serait-ce que sa vision de l'Afrique, est complètement tronquée. L'Occident est nourri en permanence avec une vision de l'Afrique paupérisée, incapable de faire face, etc. Donc cette juxtaposition, elle est quasiment schizophrénique. Vous voyez, en Russie, quand vous rencontrez des Africains, ce sont des gens qui font des études, alors non pas 2 ans en français, mais même 3 ans en français pour les premières années, où certains pays anglophones peuvent faire 3 ans en anglais aussi avant de passer au russe. Et ça, c'est ouvert dans de multiples universités en Russie, comme l'a précisé Renaud. Donc, il y a des partenariats qui se mettent en place d'une autre manière. Ce que un pays comme la France propose aux migrants africains, c'est une catastrophe, c'est un enfermement. C'est agir pour dynamiser la haine, pour que ça réussisse à aboutir à une guerre civile. C'est on a vu en Grande-Bretagne comment ça pouvait aboutir, Absolument. et les Français s'attendent à ça. Donc, la différence majeure, c'est que l'Afrique a une alternative avec des systèmes de paiement qui se construisent dans un autre esprit. Il y a des alternatives au système SWIFT qui paralyse en fait tout l'Occident. Pourquoi l'Afrique peut répudier une dette? Parce que si elle veut emprunter ailleurs, elle pourra emprunter ailleurs. Pourquoi la France ne peut pas répudier sa dette? Parce qu'elle est tenue avec l'euro et avec le système hégémonique du dollar, et qu'elle est la première à acheter des bons du trésor quand vous avez les pays d'Asie qui se défont de leurs bons du trésor américains. La France en achète pour essayer de compenser. Donc, si vous voulez, pour pouvoir faire face à cette dette et pouvoir répudier la dette, il faut d'abord être souverain. L'Afrique nous montre l'exemple de pays qui se construisent comme des pays souverains
et qui s'accordent entre eux. Vous voyez les alliances qu'il y a entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ce sont des alliances qui portent l'espoir d'une constitution en Afrique, d'une souveraineté qui va permettre à ces pays de participer pleinement au nouveau système financier qui se construit avec les BRICS. Alors, on sait déjà, en avant-première, disons que ce qui va être proposé certainement à partir d'octobre 2024, après la conférence de Kazan, C'est va le se sommet constituer des une chefs monnaie d'État de des BRICS. compte, Juste pour rappeler voilà, à nos une conduits. monnaie de compte qui sera assise à 40% sur l'or, donc quelque chose de tangible. C'est fini la monnaie qui est du papier, qui vaut rien, si ce n'est la peur exercée par les États-Unis de faire des guerres partout. Ça, c'est terminé. Et la 60%, ce sera un panier de monnaie qui constitue la grande famille des BRICS. Voilà. Donc ça, c'est l'espoir. C'est l'espoir aussi pour l'Afrique de maintenir une souveraineté avec une alternative d'un système de paiement et qui ne l'obligera pas à être soumis à quelconque franc CFA, euro, tout ça. Alors qu'en Europe, on n'a pas ce degré de liberté. On est dans une soumission totale. La souveraineté a disparu. D'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, qu'on ait ou pas de gouvernement, c'est pareil. Les Français sont pillés. Ils savent que bientôt, le mot d'ordre sera puisé dans l'épargne. Ils ont des comptes. Alors, ils le savent, mais en même temps, ils espèrent que ça ne se passera pas. Mais c'est inéluctable. Les épargnes seront captées parce qu'il va falloir sauver les banques. C'est écrit. Les députés ont voté les lois, l'Europe les a imposées. Et on sait que, alors, il y a certains experts et même politiques qui se vantent qu'il y a 3 000 milliards d'épargne à récupérer en France. Ils sont prêts à le récupérer. Et surtout, ils sont prêts aussi à supprimer toute garantie des retraites. Quand vous parlez à un Français et vous lui dites que, vous lui posez la question s'il se fait du souci pour sa retraite à venir, mais c'est un gros mot. Il vous insulterait presque tellement il y a une idéologie qui fait que Ouais. rien ne peut leur arriver. Voilà. Bon, ils sont prisonniers dans un monde qui n'est pas réel, qui est virtuel. Et peut-être un jour, ils se réveilleront. Mon sentiment est qu'une manière de se réveiller, ce serait effectivement de regarder ce qui se passe en Afrique. Il faudrait que nos partis souverainistes en France, qui font des scores électoraux si minimes, abordent cette question de l'Afrique d'une autre manière de ce qui est abordé en France avec les migrations, les haines, l'anti-islamisme primaire, enfin tout ça. D'accord. Non, pour l'instant, ça ne semble pas se développer, c'est dommage. Il me semble que inviter dans des réunions souverainistes le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, par exemple, ce serait un moyen de voir les choses autrement et ça donnerait l'espoir à beaucoup de Français. Voilà, mais on en est vraiment loin. Voilà, Kamal, une note d'espoir, peut-être quelques solutions à envisager, mais il faut encore pousser la résistance. D'accord. Ben, merci beaucoup. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Hélène Clément-Pétillot, Renaud Bouchard, je vous remercie pour tous ces éclairages et toutes ces Merci analyses. beaucoup. J'espère que votre message est arrivé et j'espère aussi vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. À très Merci bientôt. Kamal et merci à tous les auditeurs et à bientôt.